il y a une chose que mon frère ici a oubliée et qui est peut-être la plus importante, c'est que je suis maman. Je suis maman de 3 enfants. Et c'est pour nos enfants que nous nous battons, pour nous-mêmes et pour nos enfants, voyez? Vivre dans ce monde, y mettre des enfants, et puis la situation est vraiment difficile. Donc, nous nous battons pour nos enfants. Je tiens à vous remercier d'être là. Je tiens à remercier, bien sûr, l'association Café Philo. Je tiens à remercier le professeur Laurent, encore appelé l'homme, m'a-t-il dit, pour cette invitation. Et il m'a été demandé de parler de l'impératif afrocentrique. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est que l'afrocentricité pour qu'on soit très clair là-dessus. Et je dirais que l'afrocentricité, c'est une théorie et une pratique selon lesquelles il est impératif pour les Africains, et quand je dis Africains, j'inclus les descendants d'Africains, donc nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes Africains, qui insistent pour que nous nous prenions comme point de référence à tout moment et dans tous les aspects de notre existence. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin d'afrocentricité? C'est parce qu'en gros, nous sommes décentrés par rapport à nous-mêmes, ou si vous voulez encore, nous sommes aliénés. Alors bien sûr, nous ne sommes pas physiquement asservis. Ça, nous avons mis un terme à cette histoire horrible en Haïti, ailleurs. Mais nous sommes toujours asservis mentalement. Et c'est d'autant plus dangereux que nous l'ignorons parce que nous ne voyons pas les chaînes. Et donc, nous pensons que nous sommes libres. Mais si nous nous posons certaines questions, nous voyons rapidement qu'en fait, nous avons un problème, et c'est un problème que j'appelle un problème d'estime collective de nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce que nous nous percevons. D'abord, j'ai quelques questions à ce sujet. Est-ce que nous aimons notre apparence physique? Certains diront oui, certains diront non. Le fait est cependant que nous passons beaucoup de temps, surtout nous les femmes, à essayer de changer notre apparence physique. Est-ce que nous nous apprécions en tant que noirs? Encore une fois, là, la réponse est mitigée. Est-ce que nous sentons que nous avons de la valeur en tant que noirs? Ce n'est pas évident. Est-ce que nous nous sentons motivés pour faire des choses qui bénéficieront à notre communauté noire? Encore une fois, ce n'est pas évident. Est-ce que nous sommes fiers de l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous nous focalisons sur les atouts de l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous aimons l'Afrique ou est-ce que nous aimons Haïti au point où nous serions prêts à mourir pour l'Afrique ou pour Haïti? Pas vraiment. Est-ce que nous honorons nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain, et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français, puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent des noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez? Mais nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça ne nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Est-ce que nous apprenons notre histoire, l'histoire de l'Afrique, à nos enfants? Pas vraiment. OK, donc, pour continuer, la source donc, de cette situation, du fait que nous avons une faible estime collective, cette source-là, la raison profonde, c'est ce que j'appelle, après d'autres, la suprématie raciale blanche et le racisme blanc, qui se sont livrés et qui continuent à se livrer à une propagande anti-africaine, anti-noire, féroce.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les agents, les principaux agents de cette propagande sont en fait l'école, puisque nous pouvons aller à l'école pendant 10, 12 ans sans vraiment rien apprendre de sérieux sur nous-mêmes. L'autre agence, ce sont les médias qui continuent à nous bombarder avec des images anti-africaines. Je peux vous assurer que lorsque je suis en Guadeloupe et que l'on nous montre par exemple des images d'Haïti, ce sont toujours des images extrêmement dégradantes qui donnent l'impression que tout va très mal en Haïti, que tout le monde meurt de faim en Haïti et que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que les bons blancs viennent les sauver. En parlant de sauver et de rédemption, il y a bien sûr aussi maintenant le christianisme qui nous présente l'image de Dieu comme celle d'un homme blanc. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? J'aime bien faire ce test. Je vous dis fermez les yeux et dites le mot Dieu et voyez ce qui se présente à vous. Et invariablement, eh bien, c'est l'image d'un blanc barbu qui se présente à nous. Évidemment, le problème, excusez-moi, ça me gêne sur le côté. Et donc, invariablement, toujours cette image du blanc, la divinité suprême, l'autorité suprême, celui-même qui se substitue à notre père, à nos parents, et à qui nous devons, et devant qui nous devons nous agenouiller, que nous devons prier, que nous devons supplier, toujours ce blanc qui est là pour, soi-disant, nous sauver. Et puis nous-mêmes, bien sûr, nous sommes satanisés, puisqu'on nous dit que Satan est noir, et que l'on nous affirme que le vaudou n'est que de la sorcellerie. N'est-ce pas? Donc quand vous dites que vous pratiquez le vaudou, tout de suite, c'est toute une histoire, on vous soupçonne de toutes sortes de choses, alors qu'en fait, s'il y a une religion qui est criminelle entre toutes, c'est bien le christianisme, suivi de très près par l'islam. On n'a jamais entendu dire que des vaudouisants mettaient des bombes, n'est-ce pas, dans des avions ou mettaient des bombes dans des galeries commerciales pour tuer, n'est-ce pas, des gens qui ne leur ont rien fait. On n'a jamais entendu ça. Aucune religion africaine n'a jamais fait ça, n'est-ce pas? Et pourtant, on continue, n'est-ce pas, à véhiculer cette image de la religion africaine, de la spiritualité africaine comme quelque chose de négatif, de satanique. Donc, notre problème, ou le problème dans ce cas de la suprématie raciale blanche, c'est qu'en fait, notre humanité n'est toujours pas admise par les Blancs. Et que tout est littéralement mis sans dessus-dessous. Hein, ceux qui ont subi les affres de l'esclavage sont présentés comme mauvais, méritant d'être traités comme moins que des bêtes, toujours, tandis que leurs bourreaux, cruels et inhumains, sont présentés comme des modèles d'humanité et de bonté. Vous voyez, puisque Dieu est blanc, eh bien bon, hein. Le tour est joué. Non seulement nous sommes en dehors de l'humanité, les Blancs deviennent, eux, le modèle, comme je vous dis, définitoire de bonté et d'humanité. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est imiter les Blancs, nous dit-on, pour devenir pleinement humains. Et ça se passe par le biais de deux mécanismes. Le premier, c'est le mécanisme d'universalisme, où les Blancs disent qu'en fait, tout ce qui s'applique à eux vaut pour les autres. Et l'autre mécanisme, c'est le mécanisme de l'objectivité. Je commencerai par le deuxième. Nous savons très bien que l'objectivité est impossible. Épistémologiquement, il est impossible d'être objectif. Au mieux, on peut être honnête, mais on ne peut pas être objectif parce que nous avons tous un bagage, n'est-ce pas, que nous traînons avec nous, qui est déterminé par nos circonstances particulières, y compris, n'est-ce pas, nos préjugés culturels, sociaux, etc., etc. Donc, quand les Blancs vous disent qu'eux, ils sont objectifs, et que ce qu'ils disent, c'est donc la vérité, nous ne devons pas les croire. Mais ils se servent de ce subterfuge, encore une fois, pour imposer leur version des faits. Le deuxième subterfuge, c'est celui d'universalisme, encore une fois, où ce qui s'applique à eux vaut pour tout le monde. Je vous donne quelques exemples. Quand ils nous parlent de musique classique, on a l'impression qu'il s'agit d'une musique universelle, n'est-ce pas? Mais quand on dit musique classique, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Chopin, Beethoven, Mozart et compagnie, Bach, donc des musiciens occidentaux européens. Je ne nie pas que ces gens-là aient du talent, ça les concerne. Hein? Je ne suis pas là pour dire qu'ils ne valent rien. Pas du tout. Mon propos, la difficulté ou mon objection ici, c'est que ce ne sont pas les seuls musiciens classiques.
il y a des musiciens classiques dans toutes les traditions, chez tous les peuples. Vous comprenez? Quand on parle de littérature classique, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est soi-disant auteurs des Lumières européennes, les Voltaire, les Baudelaire, les machins et compagnie, qui, soit dit en passant, étaient tous de grands racistes, à croire, encore une fois, qu'il n'y a que les Européens qui sont capables d'écrire, de produire de grandes œuvres. Donc nous nous trouvons minimisés, nous nous trouvons marginalisés, nous nous trouvons invisibles, en fait. Nous devons nous invisibles, même à nos propres yeux. Puisque quand nous allons à l'école, on ne nous apprend pas, n'est-ce pas, nos propres traditions. Il y a autre chose encore qui est très important, c'est la conception linéaire du temps et de l'évolution de l'humanité selon un modèle tracé, n'est-ce pas, par les Blancs en raison de leur soi-disant avance par rapport au reste du monde. Et donc nous sommes donc définis par rapport à eux et toujours en état de manque. Alors on nous dit que nous sommes sous-développés, on nous dit que nous sommes en voie de développement, que nous sommes émergents, ça c'est le dernier label, la dernière étiquette à la vogue. On vous parle des pays émergents, le Brésil, je ne sais pas quoi encore, la Russie, l'Inde, etc. Mais toujours, qu'est-ce qu'on prend comme critère pour définir? C'est l'Occident. Comme si, encore une fois, l'Occident, c'est le modèle par rapport auquel tous les autres doivent être définis. Sur le plan culturel, notre faible estime collective se manifeste par ce que j'appelle le syndrome de la validation blanche, c'est-à-dire le recours à l'expérience des Blancs pour valider la nôtre. Et donc nous avons affaire, en d'autres termes, à de l'aliénation culturelle ou encore à la dislocation, pour utiliser un terme afrocentrique, c'est-à-dire que nous vivons à travers des normes culturelles d'emprunt, ou je devrais dire plutôt d'imposition, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent bien sûr de l'Europe, et qui sont jugés supérieurs aux nôtres. Alors je vais vous donner quelques exemples parce que vous pouvez penser que j'exagère, mais regardons par exemple la question du nom que j'ai posée tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens, et pourtant nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille, elle me disait, moi je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre, ça nous est imposé. Nous acceptons ça en pensant que finalement c'est universel, que les noms européens sont universels. Un autre exemple qui montre bien que nous sommes aliénés culturellement, c'est la question spirituelle. Alors qu'une fois, ça revient à l'image de ce Dieu blanc. Et je dirais que pour mon grand désespoir et mon grand chagrin, que même dans le vaudou, n'est-ce pas, nous ressentons le besoin de maintenir des images de saints blancs à l'intérieur du vaudou pour valider le vaudou. Vous voyez? C'est le syndrome de la validation blanche. Sur le plan esthétique, la beauté est blanche, n'est-ce pas? Donc, nous avons des frères, des sœurs qui cherchent à éclaircir leur peau, toujours parce que la norme, l'idéal, c'est quoi? C'est le modèle blanc. Nous nous défrisons les cheveux, nous mettons des perruques. Tout ça pour essayer, n'est-ce pas, d'émuler ce modèle-là. Sur le plan linguistique, pour parler vraiment, il faut parler une langue des Blancs, qui est présentée comme plus intelligente, plus complexe, plus civilisée que les nôtres. Sur le plan théorique, nous épousons des théories qui n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes marxistes, nous sommes féministes, nous sommes structuralistes, post-structuralistes, nous sommes mondialistes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec nous, ça ne vient pas de nous. Sur le plan identitaire, nous disons que nous sommes mélangés, que nous sommes à 80% ceci, à 20% cela. Nous sommes créoles, nous sommes métis, n'est-ce pas? Tout sauf africains. Même si, quand nous nous regardons dans un miroir, il est clair que... Sur le plan conceptuel, c'est pareil. Nous sommes encore en Occident. Nous parlons de développement, nous parlons de progrès, nous parlons de droits de l'homme, de droits de la femme, de droits des animaux, de droits de l'enfant, de démocratie, de liberté, de mondialisation. Mais encore une fois, d'où viennent ces concepts-là? Ils ne viennent pas de nous, ils viennent de l'Occident. Et il y a quelque chose qui est très clair, c'est que nous qui sommes colonisés, qui sommes aliénés, nous ne pouvons pas imaginer, l'afrocentricité nous le dit, nous ne pouvons pas penser notre libération en utilisant les concepts de nos oppresseurs. C'est impossible. N'est-ce pas? La deuxième conséquence
Non seulement nous sommes aliénés culturellement, mentalement, mais nous sommes aussi incapables d'occuper notre part d'espace physique et mental pleinement. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis arrivée en Haïti, je n'entends qu'une chose, l'histoire de camp d'été. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On parle des horaires d'été, des camps d'été. Et je me suis posé, en Guadeloupe c'est pareil, hein? Je me suis posé la question, depuis quand est-ce que nous avons un été en Haïti? Voilà. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 2 saisons en Haïti, la saison des pluies et la saison sèche. N'est-ce pas? D'où vient cette idée, cette notion de camp d'été? Je vous laisse répondre à la question vous-même. Ce n'est pas très difficile, vraiment. Je suis allée le mois dernier au palais aux 365 portes, c'est ça? Construit par le roi Christophe. Et l'on nous a expliqué, le guide nous a expliqué que ce palais, qui n'est pas achevé, mais quelque part c'est peut-être bien, devait avoir 4 étages. Et les 4 étages, c'était pour chaque saison. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et je me suis posé la question de savoir ce qui se passait dans la tête du roi Christophe. Vous voyez que dès le départ, on était mal parti. Parce qu'il y a encore une fois 2 saisons en Haïti, pas 4. Donc le modèle inconscient, vous voyez, c'est ce qui est dangereux. Le modèle inconscient, même alors même que l'on essaie de construire cette nation haïtienne, n'est-ce pas? Alors que même que tant de sang a coulé pour construire Haïti, le modèle inconscient demeure l'Europe. Et c'est pour ça que quelque part Haïti est toujours dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a évacué les Blancs physiquement, mais mentalement, ils sont restés dans notre tête et dans notre cœur. Vous voyez? Et donc nous sommes toujours aliénés et nous sommes prêts à nous battre pour rester comme nous sommes. Il y a des gens qui vont me dire « Oh, Amamazama est radical, Amamazama est raciste, Amamazama n'aime pas les Blancs. » Je dis « Vous savez quoi? Je ne suis pas raciste, je suis anti-raciste. » Et c'est pour ça que je parle comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un peuple impose ses normes, son expérience à un autre peuple, à moins que ce peuple-là accepte qu'il est inférieur. Et ça, je n'y consentirai jamais. Il est impossible d'imaginer que nous, les Africains, qui sommes le berceau de l'humanité, nous sommes les mères et les pères de l'humanité. Il n'y a eu personne d'autre avant nous. Nous avons passé 70% de notre existence, vous le savez probablement, en Afrique. Il y a 50, 60, 70 000 ans, toute l'humanité était africaine, était noire. Non seulement nous sommes, l'Afrique est le berceau de l'humanité, et donc nous sommes les enfants de personne, nous n'avons de leçons à recevoir de personne, n'est-ce pas? Mais en plus, la peau noire est la norme. La peau noire est naturelle. Ne pas avoir de mélanine, c'est ça, c'est une anormalité. Donc pourquoi vouloir changer la couleur de notre peau pour devenir anormaux? En plus, étant le berceau de l'humanité, nous sommes aussi le berceau de la civilisation humaine, comme Cheikh Anta Diop nous l'avait bien expliqué et l'a démontré. Donc encore une fois, nous avons de leçons à recevoir de personne, mais nous ne le savons pas, ou bien nous préférons l'oublier, parce que nous avons été tellement formatés, le lavage de cerveau a été tellement profond, que nous préférons continuer à vivre dans la servilité. Nous sommes aussi incapables, à cause de notre faible estime collective, nous sommes incapables vraiment de nous organiser pour lutter et pour gagner la guerre qui nous est menée sur tous les fronts. Physiquement, on essaie de nous exterminer. Physiquement, on nous extermine. Que pensez-vous que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international font? Ils ont programmé déjà la mort de 50 millions d'Africains en 5 ans. 50 millions d'Africains en 5 ans vont disparaître, rien qu'avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les campagnes de vaccination, en fait, de stérilisation sous couvert de vaccination. En Haïti, on m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, il y a une campagne qui a eu lieu, soi-disant contre la polio, mais ceux qui nous donnaient soi-disant les vaccins ne voulaient vacciner que des femmes haïtiennes entre l'âge de 18 et 35 ans. Ça ne vous semble pas bizarre? Comme par hasard. Ils l'ont déjà fait ailleurs. On nous extermine physiquement, on nous extermine culturellement. Je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur quand on parle d'extermination culturelle, la situation de Bois-Caïman. Je ne sais pas si vous êtes allé à Bois-Caïman il y a peu, mais j'y étais il y a 1 mois et c'est une abomination.
quand Bois Caïman a été transformé en un amas de débris, qu'on appelle fratra, n'est-ce pas? Vous ne voyez plus où est l'arbre, ni quoi que ce soit. Et il y a maintenant une église à Bois Caïman. Il y a une église qui a été détruite 3 fois, mais qui est là. Et vous avez maintenant des missionnaires qui viennent faire des pèlerinages à Bois Caïman. Vous voyez? Quand je dis que nous avons du mal à occuper notre espace à cause de notre faible estime collective, à cause de notre aliénation mentale et culturelle, c'est ce que je veux dire. Bois Caïman est un exemple parfait de ceci. Parce que sinon, il nous serait insupportable que Bois Caïman soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. En fait, ça serait une source de honte pour nous, surtout pour les Haïtiens qui se réclament, n'est-ce pas, de Dessalines, de penser que Bois Caïman aujourd'hui en est réduit à cet état-là. Nous sommes incapables aussi de reconnaître nos ennemis comme tels, mais toujours nous maintenons cette démarche de mendicité et de passivité vis-à-vis du blanc. Parce que soi-disant le blanc est là pour nous aider, alors que ce sont ces mêmes individus qui nous ont mis et nous maintiennent dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous adoptons des coutumes aussi qui sont particulièrement néfastes pour nous. Et ici, je veux parler de la drogue qui est introduite dans nos pays. Je veux parler de l'homosexualité, je veux parler de la pédophilie, je veux parler de la zoophilie, je veux parler du plastique, de tout ce qui nous extermine, de tout ce qui mine notre société. Et donc, nous parlons d'impératifs afrocentriques. Pourquoi? Pour nous redéfinir de façon positive, pour faire que notre estime de nous-mêmes soit une estime forte. L'impératif afrocentrique pour nous réancrer dans notre matrice historique et culturelle, qui est l'Afrique, en nous reconnectant pleinement avec nos ancêtres. Qu'est-ce que nous cherchons quand nous parlons d'impératif afrocentrique? Nous cherchons simplement à gagner à nouveau la guerre qui nous est menée. Nous avons gagné la première bataille, mais la guerre continue. Vous voyez? Et nous n'en sommes même pas conscients. Et comme nous n'en sommes pas vraiment conscients, nous ne pouvons bien sûr pas gagner. Alors, ce que l'afrocentricité nous dit, c'est en fait de revenir à nous-mêmes, loin des errances eurocentriques perverses, dégénérées et stérilisantes. Et je veux suggérer déjà que nous devons commencer par accepter l'Afrique comme berceau de l'humanité, accepter l'Afrique comme berceau de la civilisation, accepter que chaque peuple a ses propres valeurs culturelles, ce que nous appelons la cosmologie. Je vous donnerai un exemple. Je reviens sur cette question d'homosexualité qui me tient particulièrement à cœur. Alors, est-ce que je dis qu'il faut harceler les homosexuels, qu'il faut les tuer? Non, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est que l'homosexualité est une mauvaise chose pour une société, parce qu'à terme, l'homosexualité entraîne la fin de l'espèce humaine, et donc je ne vois pas comment on peut prôner l'homosexualité. Mais l'homosexualité est une valeur occidentale, une valeur culturelle occidentale qui se retrouve en Grèce, et qui se comprend dans le paradigme occidental, et qui est fondé sur le fait que dans le paradigme occidental, l'homme et la femme sont ennemis, s'opposent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a du féminisme en Occident. Dans la conception culturelle, la cosmologie africaine, il y a entre l'homme et la femme, non pas une égalité, mais il y a une complémentarité asymétrique. Et donc, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que nous avons besoin l'un de l'autre? Pas parce que nous sommes pareils, mais parce que nous nous complétons. Et parce que nous, ensemble, nous créons la vie. On n'a jamais vu 2 hommes procréer la vie, on n'a jamais vu 2 femmes créer la vie. Donc nous avons ici 2 cosmologies, 2 visions du monde qui sont différentes et qui produisent des choses différentes. Voyez? Et je vais terminer ainsi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça va, je peux terminer? Ok. Pour terminer, je vais invoquer ce que j'appelle la règle des 3 C. Alors écoutez bien, le premier C, c'est le courage. Il nous faut du courage. Il nous faut beaucoup de courage parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre
Pas parce que nous menons une guerre, mais parce qu'une guerre nous a été déclarée. Vous comprenez? Donc il faut du courage pour se battre. Il faut le courage, il faut invoquer Dessalines, il faut invoquer Christophe, pour que leur courage, n'est-ce pas, 1/100 même de leur courage nous inspire pour que nous nous levions, que nous nous battions et que nous disions non. Nous n'acceptons pas l'inacceptable. Bois-Caïman, c'est inacceptable. Ce qui est devenu Bois-Caïman, c'est inacceptable. Ce qui arrive à Haïti, c'est inacceptable. Nous disons non et nous nous levons et nous disons non. Le courage. La conscience de soi. Ça, c'est le 2e C, n'est-ce pas? Une conscience forte de soi en tant qu'Africain. Non, nous ne sommes pas métis, nous ne sommes pas créoles, nous ne sommes pas mulâtres, nous ne sommes pas tout ça, nous sommes africains. Soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas parce que nous avons franchi l'océan Atlantique que ça change quoi que ce soit. On n'est pas obligé d'être en Afrique pour être africain. En fait, on peut même être plus africain en dehors de l'Afrique qu'en Afrique. Vous voyez, j'étais au Congo il y a 2 semaines. Là-bas, les frères et les sœurs ont de sérieux problèmes. Toutes les femmes ont des perruques. Vous voyez, le même problème d'image de soi, de conscience collective de soi qui est faible. Et pour avoir une conscience de nous forte, il n'y a qu'une voie, c'est la voie spirituelle. Ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Parce que vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais si spirituellement vous n'intériorisez pas cela et que vous ne connectez pas avec vos ancêtres, eh bien cette connaissance ne sera que de l'information. Le 3e C en question, c'est la connaissance. Il faut que nous apprenions des choses sur nous-mêmes. L'école, leur école, l'école coloniale, néocoloniale, ne nous apprend rien sur nous-mêmes. Donc nous avons besoin d'acquérir des connaissances sur nous-mêmes, de notre propre point de vue, de notre propre perspective. Ça, c'est fondamental. Je sais que vous avez beaucoup de questions, et donc je m'arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention, et donc nous pouvons maintenant dialoguer.